alors les semaines ou mois à venir, de manière très rapide, faisait fortement chuter les prix. Ça pourrait être un catalyseur pour derrière mettre en place un fort mouvement haussier, parce que l'actif, en fait, outre les fondamentaux autour ETF, halving, etc., ou pas, à un instant donné, il devient, il devient très intéressant purement d'un point de vue potentiel de gain par rapport au risque pris. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Benjamin Sultan, qui est le cofondateur et co-dirigeant de Opsid. Je prononce correctement Opsid, c'est bon? Alors nous, on prononce Opsid, mais on se rend compte que tout le monde prononce Upside, donc on va dire que les deux sont corrects. Ok, super. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder plein de points assez avancés. On va parler bien de la situation actuelle du marché crypto, d'un point de vue technique, par rapport au contexte économique global. On va parler de la manière dont Benjamin est exposé au marché, comment ils exploitent l'intelligence artificielle chez Opsid. On en parlait juste avant avec Benjamin. C'est un sujet qui avance à une vitesse fulgurante, qui est tourne à la tête. On va parler des narratifs associés au potentiel déclenchement du prochain bull run, donc halving, ETF Bitcoin et d'autres choses. On va parler de secteurs qui pourraient remporter la hype. On va parler des leçons que Benjamin a pu tirer de son expérience sur le marché crypto, des stratégies qui seraient judicieuses de suivre pour ceux qui voudraient rentrer dans ce marché, mais qui ont quand même déjà une appétence à l'investissement, puisque c'est l'objet de la chaîne, on s'adresse à des gens qui ont des profils plutôt milieu avancé. Et puis si tu es d'accord, parler un petit peu de ton retour en France, puisque toi tu as été expatrié, tu es de retour en France depuis maintenant quelques années, et je pense que ça va en intéresser beaucoup dans ma audience qui pense à l'expatriation, qui sont eux-mêmes expatriés, eh bien de la vision, de ton ressenti, la manière dont tu vis ce retour, surtout avec le contexte personnel qui est le tien, si on pourra l'évoquer notamment par rapport à ton épouse. Et voilà, donc beaucoup de sujets, comme vous le comprenez, à aborder dans cette vidéo. Mais avant ça, bien sûr, on va présenter Benjamin et Opsid d'une manière un peu plus poussée. Je précise que Benjamin est membre de ma communauté privée depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Le temps passe vite. Voilà, il a, comme il va le dire, on va parler, on va dire des éléments d'autorité aussi qu'il peut avoir de son côté, notamment avec son passé de trader, son expérience du marché crypto. Donc je te laisse la parole, Benjamin, si tu veux bien te présenter succinctement, je te remercie. Ça marche, merci Cédric. Et bonjour à toutes et tous. Alors, je suis en effet Benjamin, cofondateur d'Opsid, une société française spécialisée dans la création d'outils de trading, notamment axés autour du trading algorithmique. J'ai cofondé cette société en 2018 et avant cela, en effet, comme tu l'as mentionné, je travaillais en tant que trader spécialisé sur le marché des devises au sein d'un hedge fund, donc un fonds spéculatif basé à Shenzhen. Et j'ai toujours eu, ma carrière a toujours été autour du trading, puisqu'après avoir obtenu mon diplôme en finance de marché, j'ai commencé dans une firme de prop trading en tant que trader junior. J'ai fait ça pendant environ 7 mois avant d'être recruté dans le fonds spéculatif dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans sur un desk Forex. C'était basé à Shenzhen, donc c'était une expérience très intéressante de travailler dans un fonds spéculatif chinois. Et ce qui a fait faire la transition vers l'entrepreneuriat, c'était qu'en 2018, alors je m'intéressais déjà au marché des cryptos depuis quelques années auparavant, parce que c'était mon frère qui m'avait présenté ce marché, sauf que j'avais jamais voulu vraiment y mettre les pieds, étant donné que je trouvais que c'était hyper volatile, surtout en 2014, 2015, 2016, etc. Et moi, venant des marchés tradis, la différence de volatilité, c'était le jour et la nuit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un marché qui prenait de l'ampleur petit à petit, prenait aussi de la crédibilité. Et je me suis intéressé pas qu'à ce marché, mais aussi à la technologie et notamment de la blockchain et de l'utilité réelle des cryptos que pouvaient avoir les cryptos dans l'économie. Et en fait, j'ai décidé de faire le pas sur trader full-time sur le marché des cryptos
Et les connaissances que j'avais acquises en tant que trader dans un fonds spéculatif, je pouvais tout à fait les appliquer au marché des cryptos. Et voilà. Merci Benjamin. Est-ce que tu peux dire globalement ce que vous faites aujourd'hui chez Opsid? Parce que ça permettra de donner des éléments de contexte. Alors, chez Opsid, en ce moment même, on développe un outil basé sur l'intelligence artificielle qui permet à nous et à nos futurs utilisateurs, puisque ce sera un produit qui sera déployé dans les prochaines semaines, de créer un robot de trading ou d'investissement à partir d'un simple texte. Donc, dès lors que quelqu'un a une idée de stratégie d'investissement ou de trading et qui sait l'expliquer sous forme de texte, en fait, comme si on l'expliquait dans un email ou dans une messagerie, le modèle d'IA qu'on a développé et qu'on entraîne, il peut, à partir de ce texte-là, en quelques minutes seulement, créer le robot de trading ou d'investissement qui découle de cette stratégie. C'est un outil qu'on a présenté en avant-première au Salon du Trading il y a 2 semaines maintenant, et le succès a été complètement fou. C'était, d'après les organisateurs, on était le stand le plus visité du salon, parce que le public trouvait que c'était vraiment innovant dans le trading. De nos jours, c'est assez difficile d'innover dans le domaine du trading. Là, en fait, ça vient casser toutes les barrières techniques auxquelles sont confrontés aujourd'hui les particuliers et même certains professionnels. Parce que de nos jours, si on souhaite faire du trading systématique ou algorithmique, ou automatiser ses investissements avec une certaine stratégie, il y a 2 possibilités. Soit il faut le faire soi-même et apprendre à coder avec tout ce que ça implique, soit il faut déléguer ça à un professionnel qui va donc coder le robot en question, et il va facturer des centaines d'euros par jour, voire des milliers d'euros par jour. Et ça, c'est pour un robot, donc du coup, une idée. Mais là, en fait, avec l'outil Opsid AI qu'on développe, n'importe qui pourra, dès lors qu'il a une idée de stratégie, avec des conditions d'entrée, des conditions éventuellement de gestion du trade ou de l'investissement et des conditions de sortie, juste en écrivant, pourra backtester du coup ce qu'aurait donné cette stratégie par le passé jusqu'à aujourd'hui, sur toutes les classes d'actifs de son choix, pas que les cryptos, et s'il le souhaite, déployer le robot de trading découlant de la stratégie sur la plateforme d'échange ou sur son portefeuille, sur le courtier de son choix. Donc, Effectivement, on va lancer une bêta publique dans les prochaines semaines. Là. J'en profite pour dire, effectivement, vous avez le lien en description. Je vais le mettre en commentaire épinglé vers le site où, pour l'instant, on peut s'inscrire avec son adresse email de manière à recevoir les informations quand le produit ou le bêta, la version bêta sera déployée. Puis de la même manière, il y a une chaîne Opsid où je vous mets le lien en haut à droite, en description aussi, si vous souhaitez suivre Benjamin et aussi ton frère Florent, puisque maintenant il intervient sur... mon frère Thibaut et notre associé Florent. Ah, pardon. C'est deux. Ton associé Florent et donc ton frère Thibaut qui interviennent aussi sur la chaîne. Donc pareil, vous avez le lien en description. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux d'ailleurs sur lesquels on peut vous suivre? YouTube, si on souhaite, la chaîne YouTube bien sûr. On est en train de créer un Discord sur lequel on souhaite du coup diriger notre communauté. Aujourd'hui, on est principalement sur Telegram, donc si on souhaite entrer en contact avec nous, outre l'email bien sûr, il y a notre canal Telegram. Mais on va ouvrir un Discord pour celles et ceux qui trouvent que Telegram est moins intuitif. Donc tous ces liens-là, de toute façon, on les trouvera. Si on est sur YouTube, on trouvera le lien vers les autres réseaux. Si on est sur Telegram, on trouvera les liens vers les autres. Ça devrait pas être très difficile de nous trouver. Ça marche. Je mettrai un maximum de liens directement accessibles en dessous de la vidéo. Alors pour revenir, on n'avait pas trop prévu de creuser davantage ce sujet-là, mais je trouve particulièrement intéressant ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que votre parti pris, c'est de venir faire sauter en fait toute la couche développeur qui permet aujourd'hui de déployer les stratégies crypto qui ont pu être réfléchies et pensées par les analystes ou les traders. Oui, tout à fait. Comme je disais, notre but, c'est d'éliminer la barrière technique à la création et au déploiement d'un robot de trading ou d'investissement. Donc en fait, n'importe quel particulier, la seule barrière, ce serait le manque d'idées. Quelqu'un qui n'a pas d'idée quelconque de stratégie de trading ou d'investissement, dans ce cas-là, on ne pourrait pas forcément backtester quelque chose, bien que on pourra aussi proposer à l'IA elle-même de soumettre une stratégie à l'utilisateur
s'il est en panne d'idées. Et ouais, en fait, le but, c'est vraiment de permettre à absolument n'importe qui maintenant de pouvoir voir ce qu'aurait donné son idée de stratégie de trading ou d'investissement par le passé et déployer ça sur son portefeuille sans qu'il ait lui-même à héberger quoi que ce soit ou à s'occuper de l'exécution ou de la maintenance. Donc avec du backtesting aussi. Oui, tout à fait. C'est Backtesting plus et le lancement. Si les résultats conviennent à l'utilisateur, avec donc toutes les métriques issues d'un backtest, il pourra en quelques clics déployer ça sur son portefeuille. Et comme je disais, pas que sur les cryptos, mais sur toutes les classes d'actifs qu'on intègre, devises, actions, indices, matières premières, crypto et même les ETF et obligations. Il y a une vidéo de disponible de la présentation que vous avez pu faire. On va très bientôt publier une vidéo de présentation de l'outil et une démo sur notre chaîne YouTube. Ok, excellent. Les vidéos qu'on a, c'est plutôt des vidéos qui ont été filmées le jour du salon du trading, mais c'est plus pour faire un montage récapitulatif de la journée, plutôt qu'une présentation en elle-même de l'outil. D'accord. Ok, donc inscrivez-vous bien à la chaîne de Opsid pour ne pas louper la vidéo quand elle sortira. Merci pour ces éléments. On va y revenir hein, effectivement sur aussi l'évolution, l'impact de manière générale peut-être de l'IA sur le marché crypto. Ça c'est un des points qui peut être intéressant d'aborder dans le cadre de l'interprétation aujourd'hui du marché. Alors justement, au niveau du marché, la situation actuelle qui est on peut dire avec un désintérêt massif de la crypto de la part du retail, des gens lambda. On le voit au niveau des statistiques, moi je le vois sur ma chaîne, voilà, péniblement quand on parle de crypto, ça dépasse les 1000 vues au niveau de la vidéo associée, alors qu'il y a de ça un an ou 2 ans, voilà, je pouvais faire plusieurs milliers de vues sur la thématique. Comment tu interprètes justement la situation actuelle du marché d'un point de vue technique, graphique, avec tes connaissances sur la psychologie des foules, ton expérience de trader, voilà. Quelle est ta vision? Alors, en effet, comme tu l'as dit, le marché est absolument mou depuis plus de 500 jours maintenant. Le marché actuel est assez bon, cauchemardesque, c'est peut-être un mot assez fort, mais notamment pour les traders qui sont des trend followers, qui font du suivi de tendance. C'est un marché fatigant et très erratique que j'avais tendance du coup à faire en tant que trader discrétionnaire au sein du fonds spéculatif où je travaillais. Là, c'est compliqué en ce moment de faire quoi que ce soit en termes de trend following sur les cryptos. Il y a des petites périodes par-ci où on retrouve de la volatilité, où ça peut être où c'est intéressant de trouver des opportunités. Et j'ai l'impression que l'objectif, en fait, depuis plusieurs centaines de jours maintenant, c'est surtout de pas perdre d'argent avant un retour de la volatilité ou un environnement bien plus propice, pas forcément qu'au trading, mais à l'investissement sur les cryptos, en fait. D'un point de vue technique, alors après, ça c'est toujours subjectif, hein. L'un peut dire telle chose à tel moment, avoir raison ou tort à un autre moment. Il y a eu une remontée dernièrement là, sur le Bitcoin au-dessus des 28 000 et je sais pas si tu l'as senti, mais sur les réseaux sociaux, tout de suite, on a ressenti un gain d'optimisme, comme si le fait d'être passé c'était quoi, on était à 25 000 début septembre, et là on est remonté au-dessus de 28 000. Ce petit gain de 3 000, d'à peine, enfin légèrement plus de 10%, ça y est, ça fait renaître beaucoup d'optimisme chez pas mal d'adeptes de ce marché. Alors qu'en fait, techniquement, si on regarde son graphique, après, il y a plein de manières d'interpréter les graphiques, mais on évolue juste toujours dans un range depuis mi-août maintenant. Donc, qui dit range dit hausse et baisse au sein de deux bornes assez restreintes. Et si je devais vraiment me mouiller, je pense même que là, purement techniquement et en termes de probabilité, il y a des chances qu'on revoit Bitcoin sur les 21 000 dans les prochains mois. Parce qu'il y a des différents facteurs, notamment des zones qui n'ont pas été retestées, sur lesquelles il y a eu beaucoup de liquidités à un moment, ce que certains appellent des imbalances dans le jargon des puristes. Il y a telle zone aux alentours des 21 000, donc
je serais pas surpris que, tu vois là, le regain d'optimisme qu'on a observé en repassant au-dessus des 28 000, en fait, ce soit juste éphémère et que dans les mois qui viennent, on se retrouve à nouveau dans l'état psychologique qu'on trouvait au cours de cette dernière année, où en fait tout le monde est un petit peu saoulé de ce marché et le trouve épuisant et un petit peu mort. Donc voilà ma vision sur les cryptos. Elle est pas aussi optimiste que ça pouvait l'être sur les réseaux sociaux en début de semaine. D'ailleurs, moi je trouve que justement, ça veut dire qu'il y a encore du nettoyage à faire au niveau du marché. Cette regain d'optimisme, cette espèce d'euphorie pour juste quelques pourcentages. Alors que, oui, c'est effectivement, comme tu le dis, on est dans un range. Et je pense qu'il y a encore, on peut alors encore gratter pour dégoûter un maximum de personnes. Donc, retomber sur peut-être comme tu le dis, la zone des 20, 21 000, soit que les gens se retrouvent à break-even par rapport à là où ils étaient en train de se dire, ah, ça y est, c'est reparti, quand on était repassé au-dessus des 20 000. Soit potentiellement même aller les dégoûter et leur faire peur en disant, ah, mais là, je suis en train de passer en négatif. On pourrait même voir une belle petite mèche un peu à la manière de celle qu'on avait eue. Je crois que c'était en la semaine du 6 mars. J'ai le graphique sous les yeux, je suis en weekly. Qui aurait liquidé pas mal de personnes en dessous des 20 000 et qui remonterait assez rapidement, histoire de finir d'épurer le marché et de finir de dégoûter un maximum de personnes. Et vraiment qu'on ait plus que les purs, les durs, les plus solides. Exact. Avant. Moi, tu vois, Oui, pardon, excuse-moi. Ah, c'est bon, j'ai fini. Avant de repartir, tu disais. Moi, tu vois, j'ai une grosse zone qui est sur mes graphiques depuis des mois maintenant. C'est la zone entre 20 500 et 22 000. Ça, c'est une zone où tu as eu énormément d'afflux acheteurs en l'espace de 2-3 jours. Et c'est une zone qui, derrière, n'a jamais été retestée. Et ça, alors, il n'y a aucune certitude, puisqu'en trading, on joue que des probabilités. En fait. Parce que ce phénomène-là, en price action, ou qu'on appelle le phénomène d'imbalance, c'est quelque chose, quand on observe, quand on l'a backtesté suffisamment de fois, on voit que c'est un phénomène qui donne de bonnes probabilités de se reproduire. Là, on en a un très bel exemple. Et la zone qui a déclenché le fort mouvement haussier du 11 mars, là, si je veux vraiment être précis, 11, 12, 13 mars, cette zone-là n'a jamais été retestée. Donc alors après, est-ce que elle le sera forcément, ça c'est pas dit, mais si je devais jouer les probabilités, ce en quoi consiste le trading, c'est ce que je disais tout à l'heure, je serais absolument pas surpris qu'on revienne justement sur cette zone là, entre les 20 500 et les 22 000. Et psychologiquement, ça, ce serait difficile, notamment si on a eu un regain d'optimisme avec le passage au-dessus, enfin temporaire tout du moins le passage, puisqu'on est repassé en dessous des 28 000. Le fait de revenir sur cette zone-là, ça ferait une baisse d'environ 25%. Elle serait dure, alors que techniquement, c'est tout à fait un scénario qui est viable. Je pense que le pire, c'est ces doses de espoir, désespoir, espoir, désespoir, qui vraiment sont les plus douloureux à vivre pour ceux qui sont positionnés sur ce marché. Qui a toutes les chances. Pardon, je te laisse. Est-ce qu'il y a toutes les chances, effectivement, de les faire complètement sortir, jeter l'éponge, quoi. On est habitué depuis, ça fait plus de 500 jours maintenant, à très peu de volatilité. On l'a vu là, il y a même de nombreux graphiques publiés par qui tournaient sur les réseaux sociaux de Glassdoor, etc. Glassnode, pardon. Montrait que la volatilité historique de Bitcoin était à un point bas en fait durant les 500 derniers jours. Donc on est habitué à tellement peu de volatilité que les moindres jours ou la moindre semaine où on retrouve une volatilité qui est supérieure à la moyenne laquelle on était habitué ces derniers mois, ça relance de l'espoir que ça y est, ça va continuer comme ça pour les jours ou semaines à venir et dans la direction en question. C'est qu'en fait, on est tellement habitué à ce qui se passe rien là depuis plusieurs mois que la moindre journée qui est violente dans un sens ou dans un autre joue tout de suite, je pense, avec les émotions. Ouais, clairement. Et alors, si on doit poser quand même la question de
y aura-t-il un nouveau bull run? Alors j'ai fait une vidéo moi sur le sujet où je me suis posé, j'ai réfléchi sur la thématique et en clair, moi mon postulat c'était de dire ok, est-ce que fondamentalement les raisons pour lesquelles le Bitcoin a été créé ont changé? Est-ce que la psychologie des gens a changé? Est-ce que vraiment les conditions macroéconomiques ont été complètement bouleversées? Est-ce que les fondamentaux du Bitcoin sont partis? À tout ça, ma réponse était non. Donc, ça paraît logique dans une continuité. Et là, j'en appelle à ton expérience en tant que trader, que après, donc on a eu 4 cycles déjà. C'est ça, 3 ou 4? 3, 4? Attends. Ouais, déjà, enfin, à minima 3, de sûr. Mmh. Qu'on en ait un nouveau cycle de 4 ans, donc un quatrième bull run, potentiellement concomitant au halving, mais on va revenir sur les potentiels déclencheurs. Est-ce que toi, tu envisages, avec une probabilité significative, le fait que, en fait, potentiellement, il y aura pas de prochain bull run et que on va rester sur un truc qui va vivoter pendant, pourquoi pas, plusieurs années, voire même décliner? C'est une possibilité, mais je dirais pas que c'est le scénario le plus probable. Moi, je pense en effet que le marché des cryptos va continuer d'évoluer sous forme de cycle, mais qu'on peut rester plus ou moins longtemps dans un cycle avec très peu de volatilité comme actuellement. Mais je ne vais pas dire que je suis convaincu parce qu'il y a pas forcément, enfin, c'est juste des probabilités. Mais je pense que oui, il y aura à nouveau un cycle haussier comme on l'a connu par le passé. Alors je parle pas de la même amplitude avec des milliers ou dizaines de milliers de pourcents à la clé, mais un cycle où les journées sont majoritairement vertes, où en fait on a vraiment une direction qui se met en place dans l'évolution du prix, une direction haussière et qui semble persister durant de nombreux mois, voire même plusieurs années. Ça, pour moi, ça reste le scénario à privilégier. La difficulté, c'est juste, en fait, les cycles étaient tellement bien structurés jusqu'à maintenant qu'on peut penser que c'est très facile d'aller se projeter sur quand le prochain cycle devrait démarrer. On voit de nombreux graphiques sur Internet qui calculent exactement le même nombre de jours et qui les reportent, etc., en disant que donc ça devrait démarrer à ce moment-là. Ça, il n'y a aucune loi qui le dit. Si ça a fonctionné comme ça pendant 3 cycles, la fiabilité statistique de 3, c'est rien en fait. Donc je serais beaucoup plus prudent Le sur timing? notamment le timing, voilà, mais sur la probabilité en elle-même qu'il y ait un nouveau cycle haussier, là-dessus, je suis quand même plutôt confiant, oui. Donc toi, ton postulat, on va dire, allez, je te demande de jouer un peu à Madame Irma. Ton postulat, ça serait, ok, potentiellement de piéger tout le monde avec rien sur 2024, 2025, et peut-être quelque chose qui se relance bien plus tard. Je pense que l'engouement lié au halving pourrait déclencher davantage de flux acheteurs que vendeurs, notamment peu de temps avant le halving. Et que ça pourrait être un catalyseur de mouvements aussi important. Alors après, est-ce qu'ils perdureront ou pas, ça c'est autre chose. Mais ta question, c'était plus sur le timing. Quand est-ce que, si je devais faire Madame Irma, quand est-ce que je prévoirais un cycle haussier? C'est ça. Si tu devais te mouiller, toi, et on va en venir aussi à ta propre stratégie. Avant ça, je pense qu'on va passer par les potentiels déclencheurs, puisqu'on vient de l'évoquer rapidement avec effectivement le halving. Euh, voilà. Là aujourd'hui, ta stratégie, allez, ton scénario principal, hein, puisque c'est toujours comme ça qu'on travaille, hein, c'est en probabilité de survenance de ce scénario et de s'adapter par rapport à ça. Donc ton scénario principal, c'est un déclenchement un peu avant le halving, de par l'engouement créé par celui-ci. Ok. Avec, entre-temps, par contre, des retours enfin d'ici là, des retours sur des niveaux qui psychologiquement seraient de nouveau très difficiles, notamment par exemple la zone, comme je mentionnais, des 20 000, voire même des zones en dessous comme les 19 000 ou autres. Mais pour moi, une grosse, purement d'un point de vue technique, ça fonctionnera peut-être pas cette fois-ci, ça fonctionnerait peut-être une autre fois. Et purement en termes de probabilité, pour moi, la zone comme je disais, 20 500, 22 000 a de bonnes chances d'être retouchée.
Et ça se produirait même d'ailleurs avant le halving, si là je devais vraiment me mouiller et donner des timings. Donc ça veut dire qu'avant une potentielle remontée taux durable des prix, il y aurait à nouveau des périodes où psychologiquement ça pourrait être frustrant ou difficile et où plus d'une personne serait tentée de baisser les bras. Parce que d'ici là, ça fera quasiment 2 ans qu'on est dans un marché globalement baissier. Clairement. Et alors, toi, justement, si on prend un peu de recul, là, on parle effectivement très techniquement, etc. Mais est-ce que toi, tu t'intéresses à ce qui se passe au niveau de la macroéconomie globale, l'évolution des taux, l'action de la Fed, l'action des banques centrales d'une manière générale, ce qui se passe sur, je dirais les grands indices, le S&P 500, le Nasdaq. Est-ce que toi, c'est des choses que tu intègres dans ton analyse globale ou pour toi, ça a au final assez peu d'impact et tu te concentres sur la partie analyse technique? Moi, je suis un trader systématique, donc je détecte des phénomènes qui semblent qui semblent se produire un nombre que j'estime suffisamment suffisant de fois pour qu'il ait une fiabilité statistique que je considère acceptable. Enfin, si je devais simplifier, moi je suis un trader systématique, donc dès lors que mes critères se déclenchent à des moments donnés, peu importe ce qui se passe au niveau des prises de décision, etc., mon système reste le même. Je vais éventuellement l'ajuster en fonction de comment il se comporte à un moment donné, mais qu'il y ait de grandes décisions qui soient prises ou pas, ça a potentiellement aucun impact sur les systèmes que j'utilise. Donc je n'en prends pas compte dans mes prises de décision ou mon trading au jour le jour. Ok, très clair, merci. Alors justement, pour revenir sur le déclenchement potentiel, effectivement, on a le halving où on a manifestement sur les 3 derniers cycles, mais c'est intéressant ce que tu dis où d'un point de vue statistique, 3 occurrences n'est clairement pas suffisant pour dire que ça puisse être utilisé comme base pour prévoir et dire ok, forcément il y en aura une 4e. On parle beaucoup aussi de la partie ETF Bitcoin qui, avec les dates de report, etc., au final, on arrive à une potentielle sortie d'un ETF Bitcoin l'année prochaine, un peu avant le halving, si bien sûr c'était accepté. Est-ce que toi, tu vois des éléments, est-ce que tu as des choses en tête alors déjà, quel est ton avis par rapport notamment aux ETF, si tu en as un? Et puis, est-ce que tu as en tête d'autres éléments qui pourraient potentiellement déclencher justement ce prochain bull run? Alors, la narrative comme quoi les ETF seraient le déclencheur d'un bull run, ça, personnellement, j'y crois pas trop. Parce qu'en fait, il y a toujours un ETF soi-disant plus attendu que le suivant. Et en fait, quand un ETF sort, il y a rien, il n'y a pas de volume dessus. Donc, on attend le prochain avec potentiellement plus d'enthousiasme, etc. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer sur les dernières années, c'est que la mise à disposition aux institutionnels d'instruments financiers permettant de spéculer sur le Bitcoin ou les cryptos, ça n'a pas d'impact positif sur les cours, ou si est significatif. La même chose avec, je ne sais pas si tu te souviens, avec Bakkt, la plateforme d'échange lancée par le Nasdaq, permettant aux institutionnels d'investir facilement et de manière fiable sur les cryptos. C'était attendu avec un enthousiasme dingue. En fait, les volumes, les jours du lancement, étaient complètement ridicules et c'est comme si c'était rien passé en fait. Un pétard mouillé. Donc je suis très, oui exactement. J'ai un avis très mitigé justement sur ça, sur la hype liée autour de la mise à disposition d'instruments financiers aux institutionnels basés sur les cryptos. Pour moi, c'est pas ça qui déclencherait un bull run. Tu mentionnais le halving comme autre potentiel catalyseur. Parce que, alors, je me permets d'intervenir parce qu'en fin de compte, il y a 2 niveaux tels que je le perçois et tu vas me dire ce que tu en penses qui peuvent venir catalyser le niveau
psychologique pure où on se dit ah bah il y a le halving, donc du coup il y a moins de bitcoins qui sont produits, donc ça devient plus rare, donc ça va déclencher. Et ou avec l'ETF en disant ah bah ça y est, c'est disponible, donc les institutionnels vont arriver, donc vite il faut que j'en prenne parce que ça va augmenter. Donc ça peut être un catalyseur juste sur l'aspect psychologique. D'ailleurs moi je te rejoins sur l'ETF, hein, je vais en parler aussi. Et je dirais une composante en fin de compte réelle qui serait que effectivement on a un élément où on a plus d'argent qui est injecté dans le marché avec pour objectif d'acheter davantage de Bitcoin et qui à ce moment-là crée quelque chose un catalyseur qui est peut-être des fondamentaux plus pragmatiques que juste un aspect purement psychologique, spéculation folle de j'achète en espérant qu'il y ait quelqu'un de plus bête qui achètera plus cher, quoi. Donc, voilà, quel est ton avis par rapport à justement le halving? Ok, d'accord. Voilà, il peut y avoir un côté catalyseur purement psychologique. C'est peut-être ça. Voilà, mon questionnement, c'est est-ce que ça n'a pas déjà été le cas dans le passé? Au final, est-ce que c'est pas juste un aspect psychologique? Et est-ce que c'est pas du coup, en toute logique, sachant que la psychologie humaine n'a pas changé, les fondamentaux n'ont pas changé, les raisons pour lesquelles le narratif n'a pas changé, qu'on pourrait imaginer que ça produise les mêmes effets la prochaine fois. Avec le halving, déjà, le fait que une fois de plus, les récompenses perçues par les mineurs soient divisées par 2, pour maintenir le hash rate qui atteint des records à chaque fois de plus en plus élevés, ça devient encore plus compliqué. Il faut que le prix du Bitcoin soit maintenu ou à voir en fonction du prix à ce moment-là de revient d'un Bitcoin miné, j'entends par là. Mais mécaniquement, ça force le prix du Bitcoin, plus ou moins de la part des mineurs, à ce qu'il soit le plus élevé possible. Psychologiquement, par le passé, alors j'ai plus exactement les chiffres en date, mais le halving, c'est un phénomène là plus chez, je pense, dans la psychologie du particulier qui aurait tendance à pousser à investir sur le Bitcoin parce que les médias, je le vois déjà, vont en parler plusieurs semaines avant, des médias même mainstream, hein, et monsieur et madame tout le monde, eux, vont potentiellement en fait voir un article mentionnant le fait que le Bitcoin deviendra de plus en plus rare, à voir comment les médias tournent ça, mais c'est purement quelque chose qui pousse à FOMO en fait. Donc il pourrait y avoir, de par le halving, davantage de flux acheteurs sur le marché des cryptos venant, je pense, de la part des particuliers. Et c'est des flux acheteurs qui sont absolument pas négligeables justement pour propulser le prix sur des niveaux plus élevés. Alors pas forcément d'une magnitude absolument époustouflante, mais rien que pour créer davantage de pression acheteuse que vendeuse, je pense que le halving est un catalyseur à ne pas négliger. D'accord, intéressant. Surtout si on reste dans l'état actuel du marché, où on a une volatilité qui est faible. Et si on voit qu'il y a un intérêt à nouveau, notamment de la part du retail, ça peut créer un effet d'entraînement où les institutionnels qui sont positionnés se disent ah ben tiens c'est en train de partir là, surtout on vend pas. De la même manière, ceux qui sont en attente depuis maintenant, enfin qui seront en attente depuis plusieurs années à ce moment-là et qui ont fait toute la traversée du désert que l'on est en train de vivre, eux se diront aussi, et moi le premier, je garde de toute manière. Je suis arrivé jusque là, c'est pas maintenant où ça commence à partir que je vends, ce qui créerait d'autant plus un différentiel et une pression acheteuse à ce moment-là. Intéressant. Okay. Et un autre phénomène, alors beaucoup plus difficile à envisager, mais pas impossible pour autant, qui pourrait lancer un bull run, c'est en fait des événements tellement chaotiques ou dramatiques, si je puis dire, qui impactent les prix des marchés des cryptos au point où ils reviennent sur des niveaux où là, en fait, il n'y a plus aucune hésitation, notamment là de la part d'institutionnels, pour rentrer sur ce marché-là, en fait, avec un potentiel de gain très élevé par rapport aux risques qu'ils prennent, assez similaire. Alors, ce ne sera pas forcément l'événement
similaire, mais c'est ce qu'on a observé en mars 2020 sur le Covid. Le bull run a démarré après justement la très très forte dégringolade des cryptos en mars 2020. Les prix ont tellement chuté en l'espace de quelques jours que c'est devenu, enfin les cryptos sont devenus, étant donné que leur prix avait fortement chuté, très attrayantes en fait d'un point de vue potentiel de rendement par rapport au risque qu'on prend. En fait. Donc, si jamais il devait, alors je ne sais pas quel événement en question, de toute façon c'est impossible à prévoir, c'est pour ça que ça s'appelle des Black Swan, mais si un événement en question faisait fortement chuter le prix sur les semaines ou mois à venir, de manière très rapide, faisait fortement chuter les prix, ça pourrait être un catalyseur pour derrière mettre en place un fort mouvement haussier, parce que l'actif, en fait, outre les fondamentaux autour ETF, halving, etc., ou pas, à un instant donné, il devient très intéressant purement d'un point de vue potentiel de gain par rapport au risque pris. Et alors moi je te rejoins aussi effectivement sur l'ETF Bitcoin. Alors beaucoup font parallèle avec l'ETF Or en disant que côté Bitcoin, l'or numérique, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une situation complètement différente, dans le sens où, je disais, les institutionnels qui veulent vraiment acheter du Bitcoin, aujourd'hui, ils peuvent le faire. Déjà, le retail, il peut le faire. On peut déjà accéder au Bitcoin d'une manière, au final, dématérialisée. Il y a des moyens de le faire. Et d'attendre l'ETF Bitcoin Spot comme le messie absolu, j'ai du mal à faire le parallèle avec l'or. Pour moi, on n'est pas du tout dans la même situation. Et si ça arrive de manière concomitante avec le halving, ok, ça peut venir renforcer, on va dire, le narratif global, mais que ça soit le déclencheur de par, je dirais, une liquidité massive qui arriverait d'un seul coup via les ETF, pour ma part, je n'y crois pas. Ouais, je te rejoins entièrement là-dessus. Bon, c'est intéressant de voir que sans s'être consulté avant, on a une vision, une interprétation similaire sur le sujet. Et puis moi, de toute façon, je suis toujours sceptique quand je vois qu'il y a un consensus sur un sujet comme ça. Et puis Oui. d'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais ce que tu disais est très juste. Hein, le narratif de l'ETF magique, Messi, on l'a déjà eu quelques fois. Sous différentes formes. Là, c'est encore une nouvelle forme avec, ok, là, c'est des ETF spot, là, c'est différent. Ouais. Exactement. Comme tu disais, si les instituts veulent s'exposer au Bitcoin, il n'y a pas de barrière pour le faire, en fait. Déjà. Exactement. C'est plus peut-être psychologique, mais le fait de chercher le moindre facteur qui pourrait, c'est peut-être essayer de se raccrocher à tout ce qu'on peut dans l'espoir d'un bull run, en fait. Donc, la moindre chose qui peut être positive pour l'écosystème crypto ou être positif pour le prix des cryptos tend en fait à embellir le moindre facteur qui serait positif, alors qu'en fait son impact est minime. Oui, clairement. Ouais, bah, après, c'est humain. Hein. Effectivement, on a besoin de se raccrocher à des éléments d'espoir. Hein. Oui. Nous-mêmes, on le fait. Hein, tu vois, on est positionné sur ce marché. On dit, bon, bah, effectivement, il y a le halving. On se trouve des raisons de croire aussi. Et de venir expliquer d'une manière logique notre avidité à s'enrichir, quoi, globalement. Alors, en termes de... Alors, avant de parler en fait des secteurs qui pourraient potentiellement remporter de la hype au niveau du prochain bull run, alors j'ai l'impression que c'est plus un sujet qui intéresse ton frère Thibaut, peut-être que toi sur tu vois voilà, est-ce que ça sera la NFT, est-ce que ce sera la DeFi, est-ce que ce sera les cross the edges, les jeux comme ça. Mais bon, peut-être que tu as des éléments à apporter là-dessus justement par rapport à vos discussions. Avant ça, de quelle manière tu es exposé de ton côté? Est-ce que tu as un bag de hold? Est-ce que tu fais uniquement du trading discrétionnaire? Est-ce que du coup tu as déployé les algorithmes? Est-ce que tu es sur tout ça à la fois? Comment tu es exposé actuellement et pourquoi? Alors, très bonne question. Je vais reprendre les différents éléments un par un que tu as mentionnés. J'ai toujours, bien sûr, un portefeuille axé long terme sur les cryptos, sur lequel je fais un DCA tous les mois.
Ça a été prouvé mathématiquement, il y a eu énormément de recherches dessus. Le DCA, dès lors que l'actif en question grimpe à long terme, c'est une méthode très efficace. Donc pour l'instant, les cryptos grimpent à long terme. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication sur faire un DCA. Ça me paraît être la base en fait pour s'exposer à ce marché. Donc j'ai un portefeuille long terme sur lequel je DCA régulièrement. Côté trading discrétionnaire, là, je suis beaucoup moins présent ces derniers temps sur le marché des cryptos parce qu'en fait, il y a une chose qui, je vais pas dire qui m'agace parce que enfin, le marché y est pour rien, mais c'est la corrélation extrêmement forte entre toutes les cryptos en fait. Donc il y a beau y avoir des centaines ou milliers de cryptos tradables, tout bouge dans le même sens. Donc trading discrétionnaire, c'est difficile d'aller faire des trades décorrélés les uns des autres. On peut se dire, bah, dans ce cas, trade que le Bitcoin, oui, mais du coup, mes signaux de trading viennent moins souvent et moi, j'aime bien avoir pas mal de trades en parallèle pour qu'ils soient décorrélés et avoir plus de fiabilité statistique. Donc, niveau trading, en ce moment, c'est pas, non, je suis pas très actif du tout sur le marché des cryptos. J'ai plus tendance à faire du trading discrétionnaire sur d'autres classes d'actifs. Côté trading algorithmique, oui, on a nos algos qui tournent par contre, eux, sur le marché des cryptos, parce qu'ils ont des thématiques chacune variées, même si c'est un environnement de marché qui n'est pas forcément l'environnement préféré de nos algos en ce moment. Je reste exposé. Je suis pas pour vouloir désactiver un algo, activer celui-ci, désactiver, etc. Faire du market timing sur des algorithmes, c'est une chose que je trouve très contre-productive. Donc, je préfère laisser les algorithmes tous travailler en parallèle, mais surveiller qu'ils ne dévient pas fortement de leurs statistiques théoriques. Donc voilà, toujours exposé en investissement, peu de trading discrétionnaire en ce moment sur le marché des cryptos, mais du trading algorithmique en continu. De toute façon, l'intérêt du trading algorithmique, c'est que ça tourne tout en surveillant, bien sûr. Donc sur ton portefeuille de hold, t'es Bitcoin, Ethereum, t'as d'autres cryptos dedans? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une sorte d'indice crypto, assez similaire à la logique qu'on trouve derrière les indices boursiers. Je me suis créé un indice crypto avec une pondération du poids du top 40 crypto, où chaque crypto en portefeuille, du coup, a le poids qu'elle représente dans la market cap des top 40. Et donc, j'ai mis en place un rééquilibrage automatique de ça selon certains critères. Et ce qui, en fait, me fait comme si j'étais exposé sur une sorte de DAX 40 ou CAC 40, mais sur la crypto. Donc, si le marché à long terme grimpe, l'indice doit bien entendu suivre. Cet indice, tu l'as déployé avec des choses que tu as développées, du coup, spécifiquement, ou tu as utilisé un outil pour ça? Développé spécifiquement. D'accord, ouais, je m'en doutais. Il y avait des outils avant qui permettaient de le faire, mais ça a été shut down. Ok. Alors oui, là-dessus, moi je passe par un service dont j'avais parlé dans ma liste email privée qui s'appelle CryptoBullo, qui c'est exactement le principe. Hein, c'est moi j'avais pas trouvé de service gratuit pour pouvoir le déployer. Si jamais il y en a qui en connaissent en commentaire, hein, je vous invite à le mettre, qui en connaissent dans l'audience, je vous invite à le mettre en commentaire, vous m'aurez compris. Et c'est exactement ça, hein, c'est effectivement d'avoir un système d'indices et puis d'avoir un rééquilibrage régulier. Oui. Quoi. Il y avait Shrimpy qui permettait de le faire à pas cher, mais ils ont coulé apparemment en fait. Ouais. C'est dommage. C'est le bear market. Hein. Alors, au niveau il y a des secteurs que vous avez en tête chez Opsid. Alors là, je parle pas juste à toi, Benjamin, qui pourraient avoir un potentiel de hype plus fort pour le prochain cycle. Alors, c'est très subjectif. Il y a deux secteurs qui me plaisent pas mal. Okay. Le premier, c'est le trading décentralisé de perpetuals, donc les contrats futurs à durée indéterminée. Je trouve que c'est une narrative très intéressante puisqu'elle combine de nombreux points positifs, la décentralisation, la sécurité qui vient avec, et la possibilité de spéculer à moindre coût sur
pas que les cryptos, mais toute classe d'actifs. Il y a des protocoles comme GMX, Gains Network, HMX dernièrement qui est sorti, qui permettent de faire du trading sans dépendre d'un service Web 2 en fait, donc sans dépendre d'un service centralisé. Et je trouve ça très cool comme protocole. Alors en ce moment la DeFi c'est mort parce que on le voit, hein, de toute façon c'est pas, si le marché des cryptos est un petit peu mort, ça se répercute forcément et ça se voit aussi sur la DeFi. Mais quand l'engouement reviendra pour le marché des cryptos, qu'il y aura à nouveau beaucoup de hype, beaucoup d'afflux de capitaux sur ce marché-là, ça se retranscrira sur la DeFi. Et je pense que l'épisode FTX a marqué beaucoup de personnes psychologiquement, dans le sens où la confiance envers les plateformes centralisées a pris un sacré coup. Et justement, les excellentes alternatives à ça, c'est des plateformes décentralisées de trading de perpetuals. Donc, j'ai eu la chance d'être un très early investisseur sur GMX, mais aujourd'hui, j'ai toujours autant d'engouement pour ce genre de protocole que ce n'était le cas il y a encore quelques temps. Donc, en fait, si tu as de la hype pour le marché des cryptos, des afflux de capitaux, c'est quasi certain que ces solutions-là seront très fortement utilisées. Et donc, ce sera très positif pour les tokens, du coup, adossés à ces protocoles, comme le GMX, etc. Ça, c'est une thématique qui me plaît beaucoup. C'est un peu comme les plateformes d'échange. Quand il y a beaucoup d'engouement, elles font beaucoup plus de volume. Ce sera exactement la même chose pour ces plateformes pour ces protocoles de trading décentralisés. Plus elles auront de volume, plus ce sera positif pour leur token. Donc, je pense que ça, c'est des solutions qui auront le vent en poupe lors d'un prochain cycle haussier pour la crypto. Et la deuxième thématique qui nous plaît pas mal, mais sur lequel on a un petit peu moins de recul quand même, c'est la DeSci, la Decentralized Science, la science décentralisée en fait. La promesse de la science décentralisée, c'est de pouvoir mettre en relation des chercheurs entre eux pour qu'ils partagent leurs recherches, plutôt que dans la science traditionnelle, tout est cloisonné, tout est gardé secret. Les recherches ou les données d'un laboratoire qui pourrait servir à un autre laboratoire, mais qui n'est même pas forcément dans la même discipline, n'ont pas accès aux données les uns les autres, n'ont pas accès aux recherches les uns les autres, parce que c'est un domaine très concurrentiel avec beaucoup d'argent en jeu. En fait, le but de la Decentralized Science, c'est de venir casser tout ça pour que les chercheurs puissent mettre en commun leurs données, leurs recherches, que les financements puissent se faire de manière beaucoup plus simple aussi. Aujourd'hui, dans la science traditionnelle, un chercheur passe beaucoup plus de temps, enfin, pas forcément beaucoup, mais passe plus de temps à rédiger des dossiers pour demander des subventions ou des fonds pour sa recherche et ensuite démarcher, etc., telle ou telle université pour obtenir des fonds, qu'à faire de la science en elle-même. Et donc, en fait, la finance décentralisée permettrait directement de mettre en relation des fonds avec des chercheurs ayant besoin de financement. Et ça viendrait casser toutes les barrières qu'on trouve dans la science traditionnelle et ça permettrait d'aller beaucoup plus vite dans le développement justement de solutions ou de médicaments ou dans le progrès de la science en général. Donc aujourd'hui il y a quelques valeurs avec des toutes petites, ça reste encore des toutes petites market cap, mais qui je pense offrent un très beau ratio rendement par rapport au risque pris, oui. Et notamment durant un prochain bull run, si la thématique est davantage mise au grand jour, ça pourrait être très très positif pour les valeurs en question. Et sur les sujets crypto, tu vois les projets qui incluent, alors avec des fondamentaux réels ou pas, mais de la narrative IA. Bonne question aussi. On aurait pu penser que lorsque tu m'as demandé quelles seraient les thématiques avec le plus de hype autour, que j'allais dire l'IA en premier lieu, mais j'ai du mal à voir le cas d'usage de l'IA dans la crypto. Je pense qu'il y aura beaucoup de projets qui mettront justement ces buzzwords ensemble, AI for blockchain, AI crypto, etc., pour créer une sorte de hype, mais en fait derrière, de manière pratique,
un cas d'usage de l'IA pour un token, tout du moins jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu voir qui prétendait utiliser l'IA dans la crypto, c'était en fait que du vent derrière. Donc je préfère tant que j'ai pas observé vraiment de cas d'usage plus ou moins révolutionnaire de l'IA dans la crypto, c'est pas forcément une thématique sur laquelle je serais très envoûté dans l'écosystème crypto, tout du moins. Là où Par contre, l'IA en général, hors crypto, là, c'est pas la même chose. Là où la crypto, justement, la blockchain en tout cas, peut amener une solution, c'est toutes les problématiques qu'on aura de vrai ou faux avec les deepfakes, avec maintenant ce qui est capable de générer en termes de vidéos, en termes de son, et pour savoir, ok, est-ce que c'est vraiment la personne que je vois qui a dit ça, ou est-ce que c'est une vidéo qui a été complètement montée de manière artificielle. Et là-dessus, la partie, la création de certificats de la blockchain, ça, je pense que ça a un avenir. Après, bon, bah, à voir en termes de cas concrets. Alors moi, j'ai dans ma petite liste le FET, le RLC, le CTX, l'Océan, le AGIX autour de la thématique IA. Je crois que j'ai pris que dalle de tokens, quoi, histoire de me dire, bon, bah, j'en ai un petit peu. Mais effectivement, bon, pour l'instant, c'est surtout du narratif. Le fait, l'idée derrière est assez, les cas d'usage sont plutôt cool, je trouve. Mais après, c'est ça. C'est est-ce que en pratique, ça sera vraiment aussi pertinent que ce qui est annoncé? C'est toujours là la question. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous partager 3 grandes leçons que tu as retenues de ton expérience dans le marché crypto? Ouais, donc, tu m'as dit que tu étais rentré dessus, tu t'y es intéressé en 2018. Alors, j'ai fait la transition professionnellement en 2018, mais je le suivais déjà depuis 2016. Ok, bah, excellent. Comme ça, on a d'autant plus une expérience profonde, on va dire. Alors, voilà, toi, si tu as 3 grandes leçons que tu as pu retenir de ce marché, que tu aimerais transmettre aujourd'hui. Alors, il ne va pas y avoir de leçons révolutionnaires, mais je pense que en fait, les basiques, c'est ce qui marche le mieux. Première leçon, c'est de surtout pas grid, en fait. Être gourmand. Si on arrive, en fait, la clé, c'est de savoir quand est-ce que là, je mets le pied dans le territoire du grid, de la cupidité et de la gourmandise. Ça nous revient toujours. Enfin, si on prend des décisions et qu'on a beaucoup plus souvent tendance à vouloir être cupide et à grid que si on restait safe, ça va beaucoup plus nous punir que nous récompenser. En fait. Donc, je pense qu'il vaut mieux être vaut mieux être trop prudent que trop cupide. Première leçon, c'est pas grid, et surtout la digrossificité, c'est de savoir que là, conscient que là, on est en train de grid et de vouloir en faire trop ou d'en vouloir toujours plus. Je sais pas si c'était très clair, mais alors déjà en étant effectivement dans le monde de la crypto, je pense qu'il y a quand même une certaine appétence à à faire des gains. Et après c'est ce pourquoi aussi très peu arrivent à transformer leur plus-value latente en plus-value réelle, c'est que la frontière entre l'avidité raisonnable et l'avidité déraisonnable est extrêmement difficile à trouver. Alors là-dessus, j'invite nos spectateurs à regarder les vidéos. J'ai fait une série de 3 vidéos sur moi ma stratégie d'accumulation où je parle de ce genre de choses avec des objectifs de gain, se tenir à ça, de faire des choses réalistes, de venir vraiment avec toujours cette métaphore que j'utilise de venir prendre un morceau de viande sur le mammouth et pas essayer de bouffer en entier parce qu'il est trop gros de toute manière, il va nous écraser. Et voilà, je mettrai les liens en haut à droite, mais tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est là où est toute la difficulté. Et pour ça, à mon sens, ça nécessite d'avoir un plan en amont, d'être préparé psychologiquement aussi aux chiffres qui vont survenir et de pas le faire au petit bonheur de la chance. Quand je le sentirai bien, je sortirai quoi. Que tu as d'autres. D'ailleurs, c'est une leçon. Oui, d'ailleurs, c'est une leçon que j'essaie d'appliquer pas forcément au marché de la crypto, mais dans toute ma vie en général. Ce que j'ai remarqué, c'est que de manière générale, quand on a tendance à en vouloir toujours un petit peu plus, on se fait karmater derrière. Il vaut mieux être raisonnable
comme tu l'as dit. Deuxième grosse leçon, c'est qu'il n'y a pas, enfin, il n'y a pas d'après moi de petits red flags. Un red flag, c'est un red flag, en fait. Peu importe qu'il soit petit ou pas. Dans la crypto, on peut penser que, ouais, mais telle boîte, elle pèse tant, donc bon, c'est bon, c'est legit, ou alors c'est tel gars aux commandes, c'est legit. Non, un red flag, c'est un red flag aussi petit soit-il. Je pense à quelque chose en Par exemple, particulier quand tu évoques ça. par exemple, si on prend le cas, alors c'est sûr, c'est très facile maintenant En en rétrospective rétrospective. de dire ça, mais FTX par exemple, si on prend le cas FTX, chez FTX, il y avait plein de petits red flags, mais jamais au point d'imaginer que derrière c'était une grosse fraude, etc. Mais rien que dans la manière dont leur API était documentée, la manière dont l'interface était faite, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas des professionnels derrière en fait. Nous on le voit beaucoup quand on interagit avec des services autour de la crypto, qu'on interagit avec leur système. On voit comment leur système fonctionne, comment ils répondent avec nos systèmes, comment le code est documenté, enfin comment les API sont documentés. Et il y a pas quand il y a des red flags, ça, en fait, ça témoigne d'une potentielle Manque de sérieux, en potentiel fait. manque de compétences ou gros manque de sérieux derrière. Et avec FTX, bah, ça, on l'avait notamment remarqué. Il y a d'autres aussi services, c'est pas le but là de les nommer, mais d'autres services sur lesquels bah, des petits red flags comme ça, en fait, derrière, plus tard, le long de la route, on se rend compte, ah bah oui, en fait, bah, tu vois, il y avait raison, comme quoi ce red flag-là, c'était pas anodin. Donc, surtout un milieu dans la crypto qui est peu réglementé, c'est un peu le Far West du système financier. Il y a beaucoup d'arnaques. Au niveau de la sécurité aussi, c'est pas pareil. Le moindre red flag dans l'écosystème de la crypto doit être pris au sérieux d'après moi. Ok. Alors ça fait que je posais une question supplémentaire après, mais ok. Merci pour déjà ces deux leçons. Est-ce que tu en aurais une troisième? Une troisième, c'est le fameux adage si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement. Il s'applique tout à fait à la crypto. Quand on voit, par exemple, des services ou des protocoles qui proposent en fait par exemple, des rendements qui sont complètement dérisoires, c'est pas parce que c'est la crypto que bah oui, du coup, C'est c'est magique. potentiellement viable ou, euh, ou faisable. Si de l'argent semble trop facile à faire, c'est qu'il y a probablement anguille sous roche. Donc, ouais, si quelque chose est trop beau pour être vrai, faut clairement s'en méfier. C'est d'autant plus vrai dans la crypto. D'ailleurs, les plateformes que toi tu utilises qui te semblent les plus solides, parce que bon, on sait que Binance, il y a pas mal de choses qui peuvent se dire en ce moment. Ils sont dans le collimateur manifestement des États-Unis. Tiens, justement, vous qui utilisez, il me semble, l'API Binance, notamment, est-ce que vous avez eu comme ça des petits red flags, comme tu le dis, ou d'autres plateformes? Et quelles sont les plateformes qui vous semblent les plus solides? Alors, on a eu, oui, des petits red flags par-ci par-là par le passé avec Binance. Pas au point de remettre complètement en question l'intégralité du truc, comme c'était le cas avec FTX, bien sûr. Mais c'est toujours frustrant parce que tu as devant toi des acteurs qui pèsent beaucoup dans le milieu, mais qui en fait font potentiellement preuve d'un manque de sérieux ou d'un manque de compétences à un moment ou un autre. Il y a eu des red flags, oui, avec un moment avec l'API de Binance. Il me semble que depuis, du coup, ça a été, enfin, c'est même pas, il me semble, ça a évolué depuis et ça a été corrigé. Nous, comme acteurs avec lesquels on traite et qui nous semblent sérieux, alors au-delà de Binance, il y a aussi Bybit et OKX sur lequel on n'a pas eu de red flag particulier au point de vraiment être méfiant. Ok. Et Kraken? Et avec Kraken, c'est pas une plateforme d'échange avec laquelle on interagit. D'accord. Mais d'après ce que j'avais pu par le passé constater de Kraken en général, il y avait aussi eu des tests de sécurité qui avaient été faits pardon, sur différentes plateformes et Kraken était parmi les mieux notés dans l'ensemble.
Donc Ok. globalement, pour un utilisateur lambda, Kraken, c'est une plateforme, d'après moi, est très fiable. On n'interagit pas avec parce que il n'y a pas beaucoup de volume si on veut faire du trading algorithmique chez eux. On peut être sujet à des slippages, etc. D'accord, ouais, ça se comprend et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Alors, justement, est-ce que, tu vois, par rapport à, on l'évoquait donc au début de cette intervention, par rapport à un public type de gens qui sont déjà investisseurs dans l'immobilier, peut-être en bourse aussi, dans du lending, dans différentes classes d'actifs, et que j'en rencontre encore et qui ne se sont pas encore exposés au marché de la crypto, quelles seraient, toi, tes préconisations en termes de mode d'exposition potentiellement effectivement, alors de plateforme, on vient d'en parler, donc on va pas y revenir, et aussi de moyens de stockage. Alors, si on présume que quelqu'un a des liquidités disponibles, là, actuellement, Mm. aux cours actuels, j'estime que une stratégie de lump sum, c'est-à-dire J'y mettre vais fort maintenant. oui, j'y vais fort d'un coup, couplé à du DCA derrière, ça me paraît être un très bon compromis. Euh, Historiquement, sur la bourse, enfin, après la bourse conçue mécaniquement pour augmenter, mais le lump sum, c'était une des stratégies les plus viables. Et là, je pense qu'au cours actuel, si quelqu'un souhaitait s'exposer au marché des cryptos, commencer un DCA maintenant, alors qu'on est déjà sur des prix qui sont relativement bas par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé, ça mettrait du temps avant d'avoir un capital assez conséquent pour bien profiter éventuellement des prochains cycles haussiers. Donc je démarrais avec une lump sum, mais du DCA derrière, au cas où justement sur les prochains mois le marché aille plus bas. Pourquoi du coup une lump sum? C'est parce que j'estime qu'actuellement, là, le marché de la crypto, notamment par exemple si on prend le Bitcoin ou l'Ether, le ratio gain-risque sur ces actifs-là est très intéressant. Parce qu'avec un Bitcoin là à 27 000, dans le pire des cas, bon, bah oui, on perd 100% de son investissement, mais faire un 100% sur le Bitcoin, si on l'achète à 27 000 et qu'on est suffisamment patient dans le temps et qu'on n'est pas pressé, qu'on n'a pas une contrainte temps dans son investissement, me paraît tout à fait envisageable, pas dire probable. Alors que si on applique la même logique en bourse, par exemple, on n'a pas forcément des ratios gain-risque aussi intéressants. Donc là sur la crypto, avoir un risque de 1 pour 1 sur un investissement comme ça me paraît intéressant, voire, bien entendu, c'est pas forcément du 1 pour 1, ça peut être plus aussi. C'est pour ça que la lump sum me semble intéressant, et puis bah, le DCA derrière pour lisser le reste de la position, enfin, peu importe que le marché grimpe ou baisse. Enfin, voilà comment je m'exposerais si aujourd'hui je n'avais aucune bille dans la crypto et que je souhaitais y mettre un pied. Je rajoute effectivement, et moi ce sur quoi je milite, c'est la projection de son ressenti psychologique et émotionnel dans la cas où le scénario ne tourne pas de la manière dont on l'aurait espéré. Effectivement, tu l'as évoqué, la probabilité, on reste quand même sur une classe d'actifs qui est jeune, extrêmement jeune, regarde l'historique des marchés d'une manière générale. Et de s'exposer là, effectivement, avec une somme, de se demander, ok, si ça va à zéro, comment je vais le vivre? Et ça c'est aussi un truc qu'il faut intégrer, hein, ça peut aller à zéro, pas seulement parce que le marché va à zéro, ça peut aussi aller à zéro parce qu'on s'est fait hacker, ça peut aller à zéro parce qu'il y a une plateforme sur laquelle on était qui s'est crashée, qui a fermé. Les probabilités, en fait, les risques entraînant une perte totale du capital, ce n'est pas seulement le marché Oui, va à tout à fait. ça, c'est important à intégrer dans le monde de la crypto. Et Donc, ouais, vas-y. tu parlais de la méthode de stockage. Si je devais conseiller à quelqu'un aujourd'hui qui souhaitait se lancer sur le marché des cryptos, je lui dirais de se focaliser sur principalement Bitcoin et Ethereum. Je vois pas le marché de la crypto grimper à long terme sans que Bitcoin et Ethereum ne grimpent eux-mêmes. Ils pèsent tellement dans le marché aujourd'hui, c'est des valeurs clairement de référence. Et depuis plusieurs années maintenant, c'est pas comme si Ether était arrivé dans le top 2 en l'espace de 2 ans. Ça fait de nombreuses années maintenant. Je pense que c'est deux valeurs qui ont clairement leur empreinte dans le marché des cryptos de manière générale, et que
En plus, étant donné qu'il y a une forte corrélation entre le reste du marché, investir sur ces deux valeurs, enfin se composer un portefeuille de ces deux valeurs pour pouvoir, justement, ça amène à mon prochain point, stocker ça sur, en cold wallet, hein, ou alors avec une ledger, permet justement d'éliminer le risque de perte de 100% dû à un hack. Ok. Parce qu'après, si on veut rentrer sur le marché des cryptos, mais du coup faire un indice avec un rebalancing, etc., là, c'est plus techniquement, c'est un peu plus compliqué. La barrière est pas la même. Tout à fait. Là-dessus, comme je l'évoquais tout à l'heure, moi j'ai la solution CryptoBolio et ils ont le lien en description si ça les intéresse. Néanmoins, je déconseillerais de faire du all-in sur cette stratégie, tout simplement déjà parce que c'est stocké soit sur Binance, soit sur Kraken, qui a quand même une couche de risque supplémentaire avec un système algorithmique qui vient intervenir sur le portefeuille. Donc, d'associer une partie de son allocation sur un truc comme ça, effectivement, pourquoi pas. Moi-même, je le fais et ça me semble pertinent. Et après, pour effectivement aujourd'hui, on en parlait justement lors de. Moi, j'avais un événement semaine dernière post-Exit Wealth où il y avait une partie sur la crypto et c'est très simple en fait de s'exposer à ce marché, à s'exposer en fait à une potentielle appréciation de l'ensemble de son patrimoine pour très peu d'exposition, sans aller sur des choses extrêmement complexes. On achète du Bitcoin, de l'Ethereum. Effectivement, moi, ce que je préconise quand même, c'est de potentiellement, parce qu'il y a toujours des risques en angle mort, de pas forcément tout mettre sur du cold wallet, mais d'avoir un soft wallet, de mettre un peu en exchange, parce que le côté exchange, c'est une autre approche du risque, c'est des risques qui sont différents. Il y a une mutualisation en fin de compte du risque. En allant, il faut bien sûr choisir un exchange qui soit solide. Et puis voilà, c'est du travail, c'est de l'apprentissage, mais au final, l'effort versus gain potentiel, l'asymétrie qu'il y a entre l'effort et rendement que ça peut générer, à mon sens, vaut largement le coup. Oui, tout à fait. Et bien sûr, ça va de soi, mais définir la part de patrimoine, si on raisonne en pourcent par exemple, qu'on est prêt à allouer à ce marché-là, en supposant qu'on est prêt à potentiellement la perdre, si malheur devait arriver. Allez, question du coup bonus. On a balayé déjà pas mal de choses sur la question de la crypto. Voilà, en tant qu'ancien expatrié, voilà, donc tu es marié, ta femme est d'origine russe. On le sait que on va pas refaire l'histoire avec tout ce qui s'est passé autour de l'Ukraine, la Russie et on va dire un certain désamour entre l'Europe d'une manière générale et la Russie. Comment toi tu vis ton retour en France maintenant? Ça fait combien? 2 ans et demi, 3 ans, je me souviens plus exactement. Ça fait bientôt 4 ans. 4 Non, ans. ça fait 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans, donc déjà 4 ans. Comment tu as vécu ces 4 dernières années, ton ressenti par rapport à ton vécu à l'étranger, ta vision de l'évolution du pays? Est-ce que toi tu es bien, tu comptes rester? Est-ce que tu penses à repartir à un moment donné? Comment tu vis tout ça? Alors, oui, je suis revenu il y a 4 ans. J'avais été expatrié en Russie à Saint-Pétersbourg pendant 1 an et demi et auparavant à Shenzhen Shenzhen ou Chine de manière générale, pendant près de 6 ans. Le retour en France, passe très bien pour l'instant. Ce qui doit jouer, c'est le fait qu'on est à Laval. C'est une petite ville où le cadre de vie est très bien. C'est dynamique, mais pas sans les contraintes des métropoles. Beaucoup de verdure. Je trouve que c'est un cadre de vie très très sain en fait pour une famille, notamment dans notre cas nous avec un petit garçon. Donc on se plaît beaucoup ici. Le retour c'est très bien passé. Alors, il y a toujours la petite nostalgie de ce qu'on a pu voir ou vivre à l'étranger, mais ça fait partie de la vie et rien ne dit qu'on n'aura pas l'occasion à l'avenir de actuellement s'expatrier à nouveau. C'est pas quelque chose qui me déplairait. C'est pas forcément gravé dans le marbre qu'on restera en France à l'avenir. On est une famille qui aime voyager, qui aime voir différentes cultures. Je trouve que sur le plan humain, voyager, ça apporte beaucoup de choses. Ça permet d'être plus tolérant, d'avoir plus d'humilité aussi, et d'en apprendre sur notre monde en général.
Donc pour l'instant, tout du moins, il est prévu de rester en France. Je suis rentré parce qu'on avait notre boîte ici. Mes associés étaient eux-mêmes installés en France. C'était compliqué pour moi de co-gérer une boîte depuis l'étranger. Pour l'instant, là, l'activité se fait ici. On a beaucoup de pain sur la planche, donc on va rester ici pour les années à venir. Et on verra peut-être une expatriation un jour si l'occasion se présente. Ok, donc un retour qui jusqu'à maintenant se passe bien et avec un environnement que vous appréciez et agréable. Ok. Ouais, pas de regret quelconque dû au retour en France. Bah écoute, c'est chouette d'avoir un retour d'une comment on peut dire ça, une impatriation. En tout cas, un retour au pays comme ça qui se passe bien. Merci pour le feedback. Alors, je me doutais de ce que tu allais faire comme retour, évidemment, et je trouvais que c'était d'amener un peu de positif et pas juste de dire je dois avouer beaucoup de personnes qui sont en mode je me barre, j'en peux plus, et je trouve que de contrebalancer un peu ça et aussi de parler de personnes qui sont revenues au pays et qui en sont très contents, c'est quelque chose, c'est bien d'avoir un autre son de cloche. Ouais. Puis je pense que ça joue complètement d'une personne à une autre, en fait, en fonction de l'âge, les objectifs, Ce qu'on recherche. situation familiale, etc. Exactement. Yes, bon ben, on est arrivé au bout de cette vidéo où on a abordé quand même beaucoup de choses. Merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires les amis, à réagir donc aux propos de Benjamin, si vous avez des questions, j'essaierai soit d'y répondre de mon côté, soit je les relayerai. Et voilà, si, comme je disais tout à l'heure au niveau de la vidéo, si vous souhaitez aller suivre les aventures d'Upseed, vous avez la chaîne YouTube, vous avez les liens notamment pour accéder à leur Telegram. Et si d'ici là le Discord est sorti, je vous le mettrai aussi en description. N'hésitez pas à liker, je fais mon mendiant de like, d'abonnement. Mais bon, c'est ça qui nourrit l'algorithme et donc ça sera une manière de me remercier, de nous remercier en l'occurrence, à la fois en allant suivre Benjamin et puis moi en likant et en partageant et en s'abonnant à la chaîne, de remercier pour la production de ces contenus. Merci à tous, merci Benjamin et à très bientôt. Merci, à bientôt. Bye.